Alors merci de m'avoir convié à participer à cette table ronde. Alors effectivement, le Conseil national de l'ordre infirmier s'intéresse à toutes les modalités d'exercice des infirmières en France. La démographie infirmière n'est pas très maîtrisée, hein, entre l'adresse, nous-mêmes, d'autres statistiques. On ne sait pas exactement quel est le nombre d'infirmiers en France. Il y en a à peu près 650 000. En tout cas, il y en a 540 000 inscrits au tableau de l'ordre. Il y a encore des endroits où il n'y a pas encore eu la démarche faite, ce qui nous prive du coup d'une démographie précise de la profession. En tout cas, cette profession, elle est dans tous les milieux et dans toutes les structures, hein, qu'elles soient sanitaires, médico-sociales, libérales, dans la santé scolaire, dans la santé au travail, on en a parlé aujourd'hui, et le rôle des infirmières en santé au travail, et elle est vraiment sur tous les secteurs où des soins sont réalisés. Une des grandes caractéristiques, notamment pour l'hôpital, c'est que les infirmiers sont présents 24 heures sur 27, 7 jours sur 7 dans la majeure partie des services. Et donc, ça a une conséquence directe sur leur vie sociale, c'est la nécessité de travailler en roulement, avec une irrégularité dans les jours de travail, en termes de durée, jour, nuit, week-end, jours fériés. Et donc, ça a une conséquence quasi automatique sur leur difficulté à s'intégrer dans la vie sociale de leur quartier, de leur entourage, parce que alors que chacun peut, par exemple, aller à la piscine le mardi soir toutes les semaines, bah, une infirmière, la piscine le mardi soir, c'est pas possible. Le cours de yoga le jeudi, c'est pas possible non plus, parce que il n'y a jamais une semaine identique, et la possibilité de se projeter dans son emploi du temps à plus loin que 1 ou 2 semaines, et voire encore moins quelquefois lorsqu'il y a des tensions en termes de remplacement dans le service, eh bien c'est une problématique. Donc ça, c'est une constance, et donc qu'est-ce qui a finalement aussi évolué, et notamment depuis la crise Covid, c'est que les organisations de travail vont de plus en plus amener ces professionnels à essayer de faire un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, et de choisir des modalités notamment de roulement ou d'activité, de travail en 12 heures, qui font qu'elles ont des difficultés à créer un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que quand on est en 12 heures, on va travailler 2 jours, on va pas revenir à l'hôpital pendant 3, 4, 5 jours, on reviendra, on recroisera pas forcément la même équipe ou la contre-équipe qu'on ne voit jamais. Et donc, le faire équipe à l'intérieur, dans la vie professionnelle, est aussi, on a du mal en termes de vie sociale personnelle, mais on a aussi du mal à créer de l'équipe au sein du service. Alors, bien sûr, on peut avoir des relations interpersonnelles avec les autres professionnels, hein, l'interprofessionnalité est importante, mais on sent bien actuellement que l'hôpital a du mal à ménager des temps. On en a parlé au cours des tables rondes aujourd'hui, à ménager du temps pour des réunions. On a eu l'exemple de ce travail fait à la PHP pour mettre en place des réunions, hein, des temps d'échange en équipe. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant comme expérimentation. Et ça n'est pas le lot commun de tous les établissements. Et cette difficulté à trouver un temps d'échange, un temps de partage où on peut discuter des organisations de travail, des difficultés qu'on rencontre, ça, c'est vraiment la situation actuelle de l'hôpital. Oui, donc c'est effectivement ces problèmes de temps vont dégrader finalement les relations entre les individus, donc vont dégrader les relations interpersonnelles.
Oui. Alors, vous m'aviez également parlé, quand on avait échangé, aussi des actes de violence également. Oui, alors ça c'est un élément. Il y a eu ces derniers temps différentes, alors notamment pour les médecins en cabinet de ville, ça existe également pour les infirmières libérales en ville, mais c'est aussi le cas dans les services hospitaliers. Alors on a évoqué ce matin le fait de ne plus avoir d'échange, d'être centré sur une des personnes a expliqué le fait d'être toujours sur des réseaux sociaux pourrait expliquer que les gens n'apprennent plus à échanger et à dialoguer. Ils sont centrés uniquement sur leurs préoccupations, voire sur des informations qui peuvent les mettre dans un état de stress. On a fait une enquête en décembre 2023 où 35 000 infirmières nous ont répondu. Parmi elles, il y avait, et c'est un peu pour faire un clin d'œil à notre étudiant, parmi elles, 10 000 de ces infirmières avaient un diplôme assez récent. Et parmi elles, un tiers répondait qu'elle ne s'était pas sentie suffisamment encadrée et soutenue lors de ses premiers pas au contact des patients. Donc ça, c'est vraiment une réalité, c'est l'insuffisance d'accompagnement et d'accueil au niveau du démarrage de la profession. Et par ailleurs... Je rebondis tout de suite. Comment vous l'expliquez ça? Alors, est-ce que vous avez déjà des pistes, des réflexions alors, soit on peut directement aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux les accompagner, mais quelle en est la cause, quelle est la raison pour laquelle elles se sont senties en difficulté? La cause, en général, c'est une cause institutionnelle et organisationnelle. Les effectifs sont tendus. Si on regarde par exemple la période avant Covid, il y avait déjà des problématiques, mais on avait encore par exemple dans les établissements des professionnels qui étaient détachés de l'activité du service, par exemple pour s'occuper du mentorat ou du tutorat des étudiants. Là, actuellement, on a quasiment fait disparaître la période Covid, a fait exploser le système et les organisations. Et la période post-Covid, on est un peu en choc post-traumatique à l'hôpital actuellement. On n'a pas remis en place parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel déjà pour faire fonctionner les services à taux plein. Et donc, on ne peut pas détacher des personnes. Par exemple, quand vous avez l'exemple, vous avez expliqué que mon dernier poste, j'étais directeur des soins. À certains débuts de stage pour les élèves infirmiers, dans mon établissement, qui était un établissement de 500 lits et places, j'avais jusqu'à 20 étudiants qui arrivaient en même temps. S'il n'y avait pas une personne spécifiquement là pour les accueillir, leur expliquer comment ça se passe, à quel endroit on trouve ses tenues, à quel endroit est le vestiaire, comment on va manger, quel est le service dans lequel je vais aller, quel est le livret d'accueil spécifique pour le service dans lequel je vais aller, qui demande d'avoir par exemple tel type et tel type de soins à maîtriser parce que c'est ça l'objectif du stage. Ça demande du temps. C'est une personne à temps plein pour un établissement de 500 lits et places qui est là pour s'occuper des étudiants. Si l'étudiant a une difficulté avec une équipe, qu'il ait quelqu'un pour venir vers lui, essayer de faire de la médiation et de voir pourquoi il est en difficulté. Ça, c'est des choses qu'on avait mis en place qui fonctionnaient. Et ces choses-là, elles disparaissent de plus en plus. On n'a plus matériellement les moyens et les ressources humaines pour les faire fonctionner. Donc ça, c'est une des réponses. C'est un signe de dégradation, entre guillemets, de notre capacité à accompagner, à tutorer et à accueillir les professionnels en formation. Alors, ça peut être effectivement un manque de personnel, mais aussi de l'incompétence. On parlait de compétences tout à l'heure, et l'incompétence à manager une équipe, à accompagner, à encadrer une équipe. Ça demande des compétences pédagogiques qu'on doit acquérir avec de la formation. Donc, c'est aussi des difficultés à envoyer des personnes en formation pour qu'elles apprennent à encadrer, tutorer, former. On a parlé des actes de violence. Dans cette même étude, un tiers des infirmiers déclaraient avoir été ou victimes ou témoins de violences institutionnelles dès leur formation. Et 15% avoir été victimes ou témoins de violences tout aussi bien physiques qu'institutionnelles. Donc on voit bien que cette notion de violence, elle est entrée à l'hôpital et ça n'est pas un fait anecdotique.
hein. On a des faits de violence qui se confirment en exercice ensuite. On avait fait un constat sur 31 000 infirmières qui avaient été interrogées en fin avril, début mai. On avait fait cette enquête tout de suite après le drame qui avait lieu à l'hôpital de Reims, hein, dans cette ville même. Et donc, on avait fait cette enquête et sur 31 000 réponses, 66% déclaraient à nouveau avoir été victimes de violences dans leur exercice professionnel. Donc ça n'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est vraiment une problématique les menaces, des insultes physiques, du dénigrement, hein, de la dégradation de biens personnels. Voilà, c'est ça je dirais, qui caractérise actuellement cette dégradation des relations interpersonnelles au sein de l'hôpital. Et donc, face à cette dégradation, comment le Conseil national de l'ordre des infirmiers peut agir? Qu'est-ce qu'il propose ou qu'est-ce qu'il a déjà mis en place? Alors, on travaille depuis déjà plusieurs années sur ces questions. On a commencé tout d'abord par formaliser un certain nombre de fiches techniques qu'on met à disposition des infirmières et des infirmiers, qu'ils soient libéraux et qu'ils soient à l'hôpital, pour leur indiquer les modalités de recours, la manière de déclarer, sur le plan déontologique, la manière de réagir, notamment pour les infirmiers libéraux, lorsqu'ils se trouvent face à un patient qui est violent. Ils ont aussi, par ailleurs, sur le plan déontologique, une obligation de continuité des soins qui s'impose à eux. Donc, on va les guider au travers de ces documents sur la manière d'agir et les ressources qui peuvent exister à ce sujet. Et d'autre part, on a mis en place un réseau de référents. Alors, il faut savoir que l'ordre infirmier a 3 niveaux. Un niveau départemental avec des élus qui sont au plus près du terrain dans les différents départements, un niveau régional et un niveau national. Et donc, au niveau du réseau des départements, nous avons mis en place des référents entraide et violence. Alors, violence, parce qu'on a un système d'intranet ouvert. Chaque infirmier qui est inscrit au tableau a un accès à un intranet et il peut faire une déclaration de violence. Et cette déclaration est répercutée au référent violence qui peut le contacter et l'aider dans ses démarches, voire nous portons très fréquemment partie civile auprès de ces infirmiers pour les aider et on leur apporte un appui juridique, notamment dans leur démarche. Et puis, il y a le versant entraide également, où là, on est plus sur éventuellement de l'aide administrative et financière pour des situations particulières. Merci beaucoup. On va continuer Oui, ce que je voulais rajouter juste, c'est que ça, c'est le niveau départemental. Et au niveau régional, eh bien, les conseillers régionaux, leur interlocuteur, c'est l'ARS. Et là, on est plus dans les relations qu'on pourrait avoir avec les préfets de police, avec l'ARS, pour mettre en place les préfets, de prévention ou d'accompagnement. Et puis au niveau national, donc là c'est directement entre guillemets mon job, c'est d'aller faire du lobbying au niveau des ministères, au niveau de la représentation nationale pour porter des demandes et des propositions d'amélioration pour que il y ait de la prévention et de la prise en compte de ces phénomènes.